Qui est la présidente de Vinci Immobilier, Virginie Leroy, que j'accueille sur scène. On s'assoit ou pas ? On va s'installer. Donc je disais notre grand témoin du jour, la présidente de Vinci Immobilier, Virginie Leroy. Bonjour Virginie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Merci donc de clôturer cette matinée riche en échanges avec nous. On va également prendre un peu de hauteur avec vous dans la foulée de cette table ronde sur la sortie de crise, en nous intéressant à la manière dont Vinci Immobilier, qui est quand même l'un des acteurs majeurs de la construction et du cadre de vie en France, répond aux enjeux de décarbonation et d'adaptation du secteur. Pour commencer, est-ce que vous pouvez tout simplement nous présenter Vinci Immobilier, son activité, ses métiers, son actualité? Peut-être avant de rentrer dans ce qui est Vinci Immobilier, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le savent, je voudrais revenir sur le rôle quand même qu'ont les promoteurs immobiliers à jouer dans le contexte de transformation qui était évoqué lors de la table ronde précédente. On a vraiment en tant que promoteur, en tant que maître d'ouvrage privé comme les maîtres d'ouvrage publics, la responsabilité de transformer quelque part durablement la manière dont nous imaginons, nous concevons, nous développons et nous exploitons la ville. Et à partir de là, des enjeux comme la décarbonation, comme la désartificialisation, comme l'atténuation du changement climatique qui ont longuement été évoqués précédemment, ils doivent clairement être au cœur de nos stratégies d'entreprise. Et ça veut dire que la reconstruction de la ville sur la ville et à travers ça, tout ce qui est recyclage urbain, tout ce qui est réhabilitation, la préservation des sols aussi, la préservation des sols pour le bénéfice de la faune et de la flore, pour permettre l'infiltration d'eau, pour permettre aussi l'amélioration de la qualité de vie en ville et puis l'atténuation du changement climatique. Tout ça doit être au cœur de nos stratégies d'entreprise. La construction décarbonée qui a aussi longuement été évoquée au long de votre matinée doit clairement se trouver au cœur de la stratégie d'entreprise. Et enfin, la conception des produits à horizon 2050 pour tenir compte tout à la fois du changement climatique, mais aussi de la nécessité d'offrir à la fois aux habitants et aux occupants des espaces tertiaires et d'activité la possibilité d'avoir un mode de vie sain et décarboné. Et au regard de ces enjeux auxquels doit faire face l'ensemble de la profession de la promotion immobilière, nous, on a choisi d'inscrire dans notre stratégie d'entreprise notre stratégie environnementale. Et notre stratégie environnementale, c'est d'abord d'atteindre le ZAN à horizon 2030, donc avec 20 ans d'avance sur la loi climat et résilience. Donc vous ne faites pas partie des pourfendeurs du ZAN, hein. Vinci Immobilier ne fait pas partie des pourfendeurs du ZAN parce qu'on estime que l'avenir est dans la réduction de notre empreinte environnementale. Et le fait d'avoir ce ZAN comme fil conducteur nous a amené aussi à augmenter la part de notre activité en matière de recyclage urbain. On a aussi inscrit dans notre ambition environnementale le fait de décarboner notre production. Et on a par exemple supprimé le gaz de toute notre production immobilière. Et puis on a aussi retravaillé sur toute notre offre produit pour intégrer le climat 2050 dedans. Alors tout ça, ça nous a amené à des changements assez profonds dans la façon dont on envisage notre métier. Ça nous a amené à développer très fortement notre expertise en recyclage urbain. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire intégrer des compétences en interne et développer les compétences de nos collaborateurs en sites et sols pollués, en réhabilitation, en travail du déjà là, en fait, pour pouvoir rester dans une optimisation économique des produits qu'on propose tout en travaillant sur le projet de la réhabilitation. Et puis à maîtriser quelque part tous les dispositifs fiscaux qui sont afférents à la réhabilitation.
Alors, on a pas mal de références qui illustrent ces expertises de nos équipes. Je pense par exemple à un projet sur lequel on travaille en ce moment à Toulouse de réhabilitation et de transformation de la caserne Vion. C'est une ancienne caserne de sapeurs-pompiers. Je pense aussi à un projet au Mans sur lequel on travaille à la transformation d'une ancienne clinique privée et d'un ancien bâtiment du début du XXe pour redévelopper un projet de près de 200 logements. Et tout ça, ça nous permet aussi d'être en mesure d'offrir aux collectivités des projets qui soient capables de redynamiser leur territoire. Et c'est là où, en fait, il y a une convergence, en fait, des enjeux environnementaux et des enjeux urbains de transformation de la ville. Nos villes regorgent en fait de bâtiments anciens qui, pour certains, ont un caractère patrimonial extrêmement important et qui sont parfois en déshérence. Alors ça peut être d'anciens entrepôts, ça peut être des bâtiments patrimoniaux, ça peut être tout un tas d'actifs qui sont devenus inusités au fil du temps. Et en fait, en travaillant sur le zéro artificialisation net et en ayant cette ambition de faire du recyclage urbain, on se doit on a l'opportunité de proposer aux villes de se réapproprier le bâtiment ancien pour faire revivre les cœurs de ville. Alors, on a par exemple travaillé sur la transformation du hangar Y en forêt de Meudon, qui était un bâtiment qui a été construit au moment de l'exposition universelle, qui a été transformé en abri, en hangar à dirigeable et qu'on a transformé en lieu événementiel et culturel. Et ça, c'est quelque chose qui contribue à l'attractivité de la ville de Meudon et à redonner un usage à un bâtiment qui était frappé d'un arrêté de péril. On a aussi été amené, au travers de ce travail sur notre stratégie d'entreprise, à faire le choix d'utiliser beaucoup plus de matériaux biosourcés et de matériaux bas carbone dans nos procédés constructifs. Alors ça s'est traduit dans des opérations comme Universen où on a réalisé 40% du village des athlètes. Ça s'est traduit par l'emploi du béton bas carbone Exégie et ultra bas carbone qui a été développé par le groupe Vinci pour réduire l'empreinte carbone du village. Ça s'est traduit sur le village aussi par une démarche de réemploi des matériaux constructifs au moment du changement de destination. Donc quand on est passé de la phase village olympique à un écoquartier qui est celui qui vit en ce moment à Saint-Denis. Par du bois aussi, on parlait du bois dans la table ronde précédente. Par du bois aussi, par le travail sur le hors-site aussi. On a d'ores et déjà une dizaine de références aujourd'hui qui nous ont permis de faire du hors-site à la fois sur des bâtiments d'activité et sur des bâtiments de logement, notamment en résidence étudiant. Et puis, ça s'est traduit aussi par l'intégration de matériaux comme la paille de riz. On a réalisé la livraison sera pour cette année, un bâtiment de bureau qui intègre des caissons de paille de riz en complémentarité d'une structure béton. Donc, on a tout un panel de dispositions constructives, de procédés constructifs qui sont aujourd'hui à notre disposition. Et c'est à nous, en tant que maître d'ouvrage privé, de constituer les bonnes équipes de conception, les bonnes équipes de constructeurs pour développer notre stratégie environnementale et l'implémenter. Je voulais aussi savoir, au niveau de Vinci Immobilier, on en a parlé tout au long de la matinée, il y a quand même beaucoup de freins qui sont pointés du doigt par les acteurs de la filière. Il y a cette instabilité politique, il y a ces contraintes réglementaires que certains préfèrent plutôt présenter comme des opportunités réglementaires. Là, il y a eu le plan relance logement annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Vous avez parlé tout à l'heure du ZAN, je pense à la RE 2020. On a parlé ce matin des seuils 2025 et 2031. Comment un promoteur comme Vinci Immobilier arrive à concilier finalement tous ces éléments pour son activité présente et future, pour les chantiers en cours, pour les chantiers à venir? Alors,
moi, j'ai plutôt tendance à être positive et optimiste. Donc, je vois plutôt l'ensemble de ces dispositions et de ces normes comme une façon de nous challenger et de nous faire progresser. On peut voir la RE 2020 comme un carcan réglementaire qui pèse sur nos épaules, ou on peut le voir comme étant au moins une forme de lisibilité qui est donnée à l'ensemble du secteur sur les étapes à venir. Alors c'est peut-être un peu rapide, peut-être encore plus dans la période actuelle, qui est une période qui a déjà son lot de complexité avec la crise qu'on vit depuis la fin de 2023. Mais en même temps, la RE 2020, elle consacre quelque part les trois gros enjeux du secteur, à la fois en termes d'énergie, de confort et de réduction de l'empreinte carbone. Et je pense que du coup, la voie est tracée, c'était évoqué tout à l'heure. C'est important d'avoir une ambition et un objectif long terme à atteindre. Oui, parce que certains disent même que la France est en avance finalement par rapport déjà au niveau européen, certains disent même au niveau mondial, grâce à la RE 2020, qu'effectivement elle nous pousse, elle nous tire vers le haut. Ça nous tire vers le haut et ça nous donne des exigences. Ça peut aussi créer des difficultés sur certains territoires parce que ça renchérit le coût de construction et que en fonction des prix auxquels peuvent être commercialisés les immeubles, ben, ça rend l'équation économique parfois difficile pour certains territoires. Donc c'est sûr qu'il y a des challenges et des inconvénients qu'il faut réussir à lever progressivement, mais en même temps, ça donne une dynamique qui est extrêmement favorable pour le secteur et qui concourt quelque part au bien-être des gens qui habiteront ou travailleront dans nos immeubles. Je voulais aussi vous demander, c'était l'objet de notre première table ronde, pour aller un peu vite, on va dire qu'il n'y a plus beaucoup de sous dans les caisses et qu'effectivement les acteurs réfléchissent à trouver de nouvelles sources de financement pour la construction, pour la rénovation. Selon vous, où se trouvent en fait ces nouveaux gisements de financement et comment les mobiliser ? Alors, vous parliez tout à l'heure du plan de relance logement. On peut estimer qu'avec le plan de relance logement, le gouvernement n'a pas tout à fait répondu au dispositif qu'attendaient tous les acteurs de la profession, mais on peut aussi considérer qu'il a commencé à y répondre et que ça ouvre des perspectives d'une reprise d'une forme de dynamique, et notamment d'une reprise d'une forme de dynamique côté bailleurs sociaux qui ont quand même une contribution à la production qui est extrêmement importante en matière de neuf et une contribution à la réhabilitation qui est aussi extrêmement importante. Ça ouvre aussi des perspectives et une dynamique possible sur le secteur de l'investissement privé. On est à un moment où le niveau d'épargne des Français est au plus haut et où on n'arrive pas à mobiliser cette épargne sur le secteur de la construction, ce qui est quand même dommage. Donc, en ouvrant ces perspectives et la création de ce statut du bailleur privé, on redonne ces lettres de noblesse à l'investissement dans la pierre et on ouvre des opportunités quelque part pour financer l'augmentation de la qualité du parc, à la fois dans le neuf et dans l'ancien. Et je trouve que ça, c'est une des réponses qui peut apporter une forme de contribution économique à la poursuite de nos efforts en matière de développement durable. Et puis après, il ne faut pas oublier non plus que on a aussi des opportunités liées par exemple à la densification douce, notamment pour les projets de transformation des copropriétés. C'était un sujet qui était évoqué tout à l'heure. Donc c'est un sujet sur lequel il y a une nécessité de travail conjoint de différents acteurs pour réussir à aborder cet enjeu fort qui est l'enjeu de la transformation des copropriétés. Et la densification douce, par création de surfaces complémentaires, elle peut aussi permettre d'apporter un financement et d'alléger la facture de la rénovation énergétique. Je me demandais aussi, on n'en a pas encore parlé ce matin, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre, dans quelle mesure l'IA impacte vos métiers, impacte aussi vos réalisations et voilà, comment plus largement tous les métiers de votre groupe, de votre entité, ainsi immobilier, s'adaptent à cette nouvelle donne numérique.
Alors, on est effectivement à un moment où l'IA offre un potentiel sur énormément des métiers qui sont constitutifs de notre métier global de promoteur immobilier. L'IA offre des perspectives en termes d'amélioration de l'efficacité de notre commercialisation, d'efficacité de nos procédés de conception et de construction. Ça ouvre aussi des opportunités en matière de traitement de data et c'est des sujets sur lesquels on est extrêmement mobilisé. Pourquoi on est mobilisé sur ces sujets d'intelligence artificielle? Parce que le gros enjeu qu'a la profession aujourd'hui pour sortir de la crise, au-delà du sujet du traitement de la crise de la demande, on a un sujet de traitement de la crise de l'offre qui était préexistante en fait encore à la crise de la demande. On a un enjeu extrêmement fort d'être capable d'accélérer l'acte de montage et de développement de l'ensemble des programmes immobiliers et d'accélération de l'acte de construire. L'IA peut y contribuer, mais il y a tout un tas d'autres solutions sur lesquelles on se doit de travailler pour pouvoir accélérer cet acte de construire. Je pense par exemple au hors-site. Je pense aussi à tout ce qui peut être fait en matière d'amélioration de l'acceptabilité des projets, parce que souvent les projets sont freinés par l'opposition citoyenne qui existe sur un certain nombre de nos projets. Et être capable d'offrir des projets plus réversibles, mieux intégrés dans leur environnement, plus durables, plus perméable, tout ça, c'est des éléments qui sont clés dans la transformation de nos métiers et dans la sortie de crise. Il y a également certaines notions, solutions qui ont été évoquées ce matin. Vous avez parlé du hors-site. Il y a aussi tout ce qui est réversibilité, déconstruction, reconstruction. Comment vous vous positionnez aussi par rapport à ces solutions-là? Alors, j'évoquais tout à l'heure un projet sur lequel on a travaillé de façon concrète sur la réversibilité, parce que en fait, la réversibilité, souvent, on promet qu'elle sera réalisable, mais on a peu de références dans laquelle on la met en œuvre. Nous, on l'a mis en œuvre, bien sûr, au moment où on a réalisé le village des athlètes, parce qu'il s'est agi de transformer les logements d'athlètes en logements ou en bureaux. Et donc, du coup, d'être capable de travailler dès l'amont du projet sur la réversibilité des actifs. Cette expertise qui a été acquise sur le projet du village olympique, on la met en œuvre aujourd'hui sur un certain nombre de projets de transformation, qui sont des projets de transformation d'actifs tertiaires échoués, qui sont dans des secteurs sur lesquels il y a un potentiel de reconversion vers du produit logement. Donc ça, on a un immeuble à Toulouse, qui était un ancien immeuble tertiaire qu'on a transformé en un projet de plusieurs centaines de logements parce qu'on était capable d'optimiser les travaux de reconversion de l'actif pour pouvoir transformer son usage. On travaille aussi beaucoup sur la réversibilité d'immeubles sans qu'elle soit mise en œuvre, donc à T0, pour permettre aux investisseurs d'avoir des actifs plus modulables et qui seront réversibles dans le temps, parce que ce que nous apprend la crise aussi d'aujourd'hui, c'est que on est sur un métier de temps long, mais sur lequel on a un besoin de s'adapter dans des délais extrêmement courts, parce que l'environnement est extrêmement mouvant. Donc travailler sur cette réversibilité, c'est vital pour l'environnement également, parce que ça nous permet d'éviter d'avoir des actifs qu'on démolit et reconstruit à intervalles de temps beaucoup trop rapprochés. Donc à vos yeux, il y a un vrai potentiel à développer, à massifier ces solutions-là? Il y a un potentiel. Après, il faut l'utiliser au bon endroit en fonction des besoins. C'est vrai que il n'y aurait pas de sens, à mon avis, à imaginer des immeubles réversibles partout. D'abord, ça rendrait extrêmement difficile la programmation à échelle urbaine, parce qu'on sait bien que les besoins qui sont générés par un immeuble de logement en termes d'aménité ne sont pas les mêmes que les besoins qui sont générés par un immeuble de bureau. Et donc, il y aurait
aucune utilité à imaginer 100% de nos immeubles réversibles. Par contre, avoir une quote-part de la production qui soit réversible, ça permet d'être plus agile dans les périodes de transformation et de pouvoir ajuster le paysage urbain en fonction des besoins qu'on constate à un moment donné. Alors, en conclusion de notre échange, est-ce que vous auriez un mot, effectivement, à adresser à la filière qui est rassemblée aujourd'hui sur Energy Meeting ? Je pense qu'on traverse tous depuis 2 ans une crise qui est extrêmement profonde, qui est parfois très douloureuse et très complexe à vivre pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans ce secteur. C'est une période qui est éprouvante parce que rien n'est jamais acquis, parce qu'il faut se remettre en question, parce qu'il faut être imaginatif, créatif, faire, défaire, refaire, se réinventer. Mais en même temps, c'est dans les crises qu'apparaissent les plus fortes opportunités. Et moi, je trouve que la filière progresse extrêmement vite depuis 2 ans. D'abord dans sa réappropriation des fondamentaux de la profession. Je pense qu'on a énormément progressé en termes d'optimisation constructive, de rigueur de conception, d'excellence opérationnelle, et à la fois parce que ça nous oblige aussi à sortir des sentiers battus et à se réinventer au quotidien dans la façon dont on imagine et développe nos opérations. Explorer de nouvelles pistes. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Virginie Leroy. Je rappelle que vous vous êtes présidente de Vinci Immobilier. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence plénière.